gens bien, et en même temps colonisateurs. Voyez, et c'est parce que sur fond de cette idée de liberté, eh bien, ces peuples sans histoire et sans écriture leur apparaissent comme sous-humains, infra-humains, intermédiaires entre l'animal et l'homme. Voilà le texte de Jules Ferry à la Chambre, une époque où on causait encore le français à l'Assemblée nationale. Messieurs, il faut parler haut et fort, et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation vis-à-vis des races inférieures. Voilà le discours de Jules Ferry. Et je rappelle que Paul Bert, c'est d'ailleurs très curieux qu'on ait encore autant d'écoles Paul Bert aujourd'hui, personne, c'est l'inculture contemporaine, mais ça veut dire que la gauche n'a pas encore compris qui était Paul Bert. Mais Paul Bert faisait partie de la Société d'anthropométrie de Paris, et il était mais totalement raciste. Hein. J'ai là des textes de Paul Bert sous les yeux. Les blancs sont beaucoup plus intelligents que les jaunes, qui eux-mêmes sont beaucoup plus intelligents que les noirs. Bon, ça c'est Paul Bert, et on a encore les écoles partout. Et quand Hollande arrive à l'Élysée, la première chose qu'il fait, c'est aller se recueillir sur la tombe de Jules Ferry. Et je lui dis, mais prenez Jean Zay, pas Jules Ferry. Jules Ferry, c'est le grand colonisateur. Alors vous me direz, mais oui, bien sûr, facile de dire ça aujourd'hui, parce que c'est l'illusion rétrospective, c'est l'anachronisme par excellence. On reproche à Jules Ferry ou à Paul Bert d'avoir été raciste, mais c'était l'époque. Pas du tout, c'est pas vrai, il faut arrêter de dire des bêtises quand on ne connaît pas l'histoire. Non, c'est pas vrai. À l'époque, il y a ceux qu'on appelle les philanthropes qui se révoltent contre la colonisation au nom des droits de l'homme. Et puis il y a Clémenceau. Et Clémenceau est un républicain comme Jules Ferry. Et Clémenceau intervient à la Chambre, lui aussi en juillet 85, pour répondre au discours de Jules Ferry. Il intervient à la Chambre, il va intervenir tant et si... J'adore Clémenceau. Bon, il y a deux grands hommes dans l'histoire de France moderne, c'est évidemment Clémenceau et De Gaulle. Et là, maintenant, on a des nains de jardin, ce qui nous change un peu, mais c'est pas le même niveau. Et Clémenceau est un type génial, on peut le reprocher le traité de Versailles, mais enfin, tout de même, c'est un très grand, très grand comme De Gaulle. Et donc, on a là un genre qui a une vision du monde. Et alors, Clémenceau intervient 3 jours après Ferry, et il va faire chuter le cabinet Ferry. Et il fait chuter le cabinet Ferry sur cette question avec le discours que je vais vous lire maintenant, et qui est absolument génial, au sens propre du terme, là aussi. Il cite Ferry, le texte que je viens de vous lire, hein, sur les races inférieures, races supérieures. Voici en propre terme la thèse de M. Ferry. Et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures, en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force au bienfait de la civilisation. Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, je rabats singulièrement depuis que j'ai vu les savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue par la guerre franco-allemande parce que le français est une race inférieure à l'allemand. Depuis, je l'avoue, j'y regarde à 2 fois avant de me tourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares, et vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coulant à flot, le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur. Voilà l'histoire de votre civilisation. Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier dans la patrie des droits de l'homme. Incroyable ce texte. 85. Donc ne dites pas, c'est comme ça que tout le monde pensait à l'époque, ça n'est pas vrai. Il y avait tout le groupe des philosophes, des philanthropes et des républicains disciples de Clémenceau qui, encore une fois, fait tomber le cabinet Ferry. Donc ça veut bien dire qu'il y a une opposition philanthropique. Mais n'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Hein, belle réponse, ça fait. Ne parlons pas de droit et de devoir. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur des civilisations encore rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre l'hypocrisie à la violence. Pas mal, hein, grandiose même. Voilà. Et donc c'est 3 jours après le discours de Ferry. Et donc là, vous voyez comment cette idée de liberté, qui est grandiose, que j'aime, que j'approuve, que j'adopte, elle a un effet pervers possible, qui est de rejeter un regard sur les sociétés traditionnelles, qui était un regard du racisme colonial.
Et c'est ce qui s'est passé, évidemment. Et ça explique cette contradiction apparemment insoluble et incompréhensible, à la fois de gens remarquables, comme Jules Ferry, qui est un homme par ailleurs remarquable, qui est un très grand esprit, qui va en effet fonder cette école républicaine ouverte à tous, qui est quand même une création magnifique. Et en même temps, colonisateur du Tonkin et du Maghreb. Vous voyez ? Et ça ne s'explique que par une idée de liberté qui est mal comprise, et par le fait que cette idée de liberté peut produire des effets pervers sur la maîtrise mal. D'où l'idée que j'ai, et c'est ce que je vous raconte pour terminer, que nous allons voir apparaître au moment en gros de la décolonisation, avec l'après-guerre et ces luttes anti-impérialistes, nous allons voir apparaître, mais c'est bien plus ancien, vous allez voir pourquoi, ce que j'appelle un deuxième humanisme, un humanisme de l'amour et de la décolonisation et du souci de l'autre, dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés, et qui n'est plus l'humanisme républicain de mon ami Henri Guénaud ou de Jean-Pierre Chevènement, qui sont encore dans cet humanisme première version, qui a ses vertus, et quand vous regardez par exemple à l'Assemblée nationale, encore aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des débats sur l'Algérie, évidemment, vous avez les républicains traditionnels, je viens d'en citer deux noms, qui disent, mais tout de même, on a fait beaucoup de bonnes choses dans la colonisation, ce qui d'ailleurs est en partie vrai. On a créé des administrations, on a créé des routes, on a créé des entreprises. Et donc, voilà, il y a toujours ce débat. Mais le deuxième humanisme, il est lié pour moi à un événement majeur qui est l'invention du mariage d'amour en Europe. Et je pense que l'invention du mariage d'amour en Europe est un événement philosophique et pas simplement social et politique absolument majeur. Et que cet événement majeur, il a des ramifications sans fin dans nos existences aujourd'hui. Et que je regrette que les intellectuels, les philosophes ne se soient pas intéressés davantage à cette révolution de l'amour, comme je l'appelle, qui a été mise au jour par les historiens, pour l'essentiel, et notamment par l'un d'entre eux, pour qui j'ai une très grande admiration, qui est mort aujourd'hui, Philippe Ariès, qui a écrit un livre pionnier, un livre magnifique qui s'appelle « L'enfant et la famille sous l'Ancien Régime ». C'est la première fois dans l'histoire de l'histoire, dans l'histoire de l'historiographie, eh bien, qu'on voit un historien qui s'intéresse à l'histoire de la vie privée. Très intéressant. Avant, on s'intéressait à l'histoire des batailles, des grands hommes, à l'histoire culturelle, à l'histoire de l'art, à toute l'histoire économique, toutes les formes d'histoire que vous voudrez, mais on ne s'intéressait pas à l'histoire de la vie privée. Comment on vivait dans les temps anciens, qu'est-ce qu'on mangeait, comment on mourait, comment on se mariait, comment on élevait les enfants, comment on faisait la fête. Tout ça était hors champ de l'histoire. Et c'est Philippe Ariès qui invente justement ce qu'on va appeler pour cette raison la nouvelle histoire, ou l'histoire des mentalités, l'histoire de la vie privée dans les temps anciens. Et Ariès va écrire deux livres absolument fascinants, l'un sur la mort, comment on mourrait, si vous me réinvitez l'année prochaine, je vous le raconterai, c'est absolument merveilleux, et c'est plein d'enseignements, la façon dont on mourait au Moyen-Âge est complètement différente d'aujourd'hui. Et puis, un sur le mariage d'amour, sur l'invention du mariage d'amour. Et au fond, ce que Ariès... Alors, depuis, évidemment, quantité d'historiens se sont intéressés à cette question. Les médiévistes, Jean-Louis Flandrin. Le meilleur livre, c'est le plus savant, c'est le livre d'Edward Shorter, ça s'appelle La naissance de la famille moderne. Mais si vous avez envie de gagner du temps, lisez le petit livre de mon vieil ami, malheureusement lui aussi mort aujourd'hui, François Lebrun, La vie conjugale sous l'Ancien Régime. Tout petit livre, mais magnifique. Et donc, que nous apprennent les historiens? Ce sont les historiens qui se sont intéressés à ça. Il y en a beaucoup d'autres, il n'y en a pas partout. Boswell sur l'abandon d'enfants. Enfin, je laisse ça de côté, c'est pas un cours d'agrègue. Eh bien, ce que nous apprennent les grands historiens depuis Ariès, c'est au fond trois choses sur l'histoire de la vie privée, qui sont à l'origine de ce deuxième humanisme, et qui aura des prolongements métaphysiques, philosophiques et spirituels extraordinairement profonds. Première chose que nous apprennent les grands historiens du Moyen-Âge, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour, ça n'existe pas. La finalité du mariage est tout autre. On se marie pour trois motifs qui sont, un, le lignage, pour l'essentiel la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, on transmet le nom et la ferme à l'aîné, et puis évidemment la biologie et l'économie. Il n'y a pas de salariat, on est au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle le régime féodal, donc il n'y a pas de salaire, et ça veut dire que la France est rurale, l'Europe est rurale, c'est des petites exploitations, et on fait vivre la ferme comment? Eh bien, avec les frères et sœurs, les oncles et tantes, les enfants, les cousins, quelques journaliers qui passent, mais c'est le plus rare, et donc il faut fabriquer des bras, il faut fabriquer des enfants pour faire tourner la ferme. Et donc le motif du mariage, c'est
encore une fois, le lignage, l'économie et la biologie. Ne confondez pas les choses. Il peut arriver qu'on s'aime dans le mariage, et c'est ce que l'Église recommande depuis toujours. D'ailleurs, je vous rappelle que le mariage n'est un sacrement dans l'Église catholique que depuis le XIIIe siècle. C'est relativement récent. Pendant très longtemps, c'est un contrat de droit privé. Mais l'Église a toujours recommandé l'amour dans le mariage. Enfin, elle le recommande partout. Ça n'a jamais empêché les guerres, mais enfin, et mille autres choses effroyables. Mais évidemment, il peut arriver qu'on s'aime, mais le motif du mariage n'est pas l'amour, n'est pas le sentiment, n'est pas l'affectivité. Et donc le motif du mariage, c'est ce que je viens de vous dire, les trois piliers. Alors encore une fois, il peut arriver que les gens s'aiment. Il y a aussi qui se détestent, hein, c'est le plus courant d'ailleurs, ou qui soient indifférents. C'est une association, ce mariage. Mais le principe n'est pas l'amour. Et non seulement le principe n'est pas l'amour, mais tous les textes, que ce soit dans les homélies des prêtres ou que ce soit dans la littérature, eh bien, tous les textes qui concernent le mariage et la vie privée refusent absolument l'idée même de mariage par amour. Hein, je vous en donne, oh, j'en ai plein sous les yeux, je ne vais pas vous les lire, c'est trop long, mais allez voir le plus intéressant, comme toujours, c'est Montaigne. Montaigne, livre 3, chapitre 5. Côté vieux prof, si ça vous avez envie, allez voir, mais c'est très amusant. Allez voir livre 3, chapitre 5, et Montaigne ne cesse, et c'est tout entier contre l'idée qu'on se marie par amour. Écoutez la phrase, hein, je la cite de mémoire, mais sans changer de virgule. « J'ai vu parfois, dit Montaigne, guérir de manière honteuse et déshonorante l'amour par le mariage. » Hein, honteux et déshonorant de se marier par amour. Pourquoi? Ce que Montaigne a en tête, c'est qu'évidemment, si vous fondez le mariage sur l'amour-passion, sur la passion amoureuse, comme on le fait aujourd'hui, alors vous inventez le divorce. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Hein, parce que si vous fondez le mariage sur l'amour-passion, sur la passion amoureuse, vous fondez le mariage sur quelque chose qui est fragile et variable. Si vous fondez le mariage en raison, hein, mariage de raison, sur les trois piliers que j'évoquais, lignage, économie, biologie, c'est du solide. Et le fait de ne pas s'aimer n'est pas un motif de divorce, puisque le fait de s'aimer n'était pas un motif de mariage. Hein, c'est ça qu'il veut dire. Et il ajoute cette phrase incroyable qui va vous faire rire, mais c'est du Montaigne, je ne peux pas la changer. Il s'adresse aux hommes, il leur dit, messieurs, en substance, hein, je résume, mais la phrase que je vais vous citer est bien la sienne, n'épousez jamais votre maîtresse. Dans tous les grands mythes amoureux du Moyen-Âge, Tristan Isolde est le modèle, on est amoureux, mais certainement pas de son mari ou de son épouse. On est amoureux de sa maîtresse ou de son amant. L'amour-passion a toujours existé, mais hors mariage. Il est totalement non recommandé dans le mariage. Mais hors mariage, oui, on a une maîtresse, on a un amant. Et voilà pourquoi Montaigne dit « N'épousez jamais votre maîtresse ». Épouser sa maîtresse, c'est l'horreur. Et il ajoute ceci qui est assez drôle, mais c'est du Montaigne, on oublie qu'il écrit un peu comme Rabelais. Épouser la femme qu'on aime, dit-il, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. Et là, je ne change pas une syllabe, évidemment. Et donc j'ai plein de textes là, de Montaigne expliquant qu'il ne faut surtout pas fonder le mariage sur l'amour-passion. Enfin, les 50 sous les yeux, je ne vais pas vous les lire, mais... Et Ève Rougieri me racontait, j'aime beaucoup, elle est extrêmement cultivée, elle me racontait une anecdote dont elle me jure qu'elle est vraie, et que j'aime beaucoup, qui est très typique de ce mariage ancien. On est au Moyen-Âge, c'est un aristocrate qui part pour un long voyage, et il n'y a pas de téléphone, évidemment, et donc au bout de quelques mois, par définition même, il rentre à l'improviste, il n'a pas pu prévenir sa femme. Messieurs, il ne faut jamais faire ça. Et il pousse la porte de son boudoir, et qu'est-ce qu'il trouve il y a des enfants dans la salle, mais enfin, il trouve sa femme agenouillée devant le monsieur, en train de pratiquer ce qu'on appelle communément une bonne manière. Je vous laisse imaginer, la scène est prête là sans aucune équivocité. Et tout de même, le mari est tout de même un peu choqué, mettant les mains sur les hanches, il dit « Mais enfin, madame, imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit entré dans la pièce. » Elle est parfaite, parce que, évidemment, comme il n'y a pas de passion amoureuse, il n'y a pas de jalousie. Vous voyez bien, la jalousie est liée à la passion, évidemment. Mais en même temps, il y a le souci du lignage. Voyez. Et donc, il ne veut pas laisser son château au fils du voisin. Bon. Et donc, il y a ce souci du lignage et de la bienséance. La fidélité est quand même requise. Mais il n'y a pas de jalousie, parce qu'il n'y a pas d'amour-passion. Et donc, on a là, premier élément, on ne se marie jamais par amour. Deuxième élément, on ne se marie pas, on est marié au passif, évidemment. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, dans mon livre, La Révolution de l'amour, et j'ai trouvé des textes incroyables. Jusqu'au XVIIe siècle, dans certaines régions de France, quand les enfants se mettent ensemble et essaient de se marier sans l'autorisation du père de famille, ils risquent tout simplement une condamnation à mort.
On ne plaisante pas avec ça. Et d'ailleurs, dans les pièces de Molière, sans aller jusque-là, il y a plusieurs pièces de Molière dans lesquelles on voit en effet les enfants qui veulent se marier par amour, mais le père de famille qui s'y oppose. Et la vérité, c'est que jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans mon enfance encore, une jeune fille ne se marie guère sans l'autorisation de ses parents, et en particulier du père de famille. C'est légal, mais ça ne se fait guère, surtout dans un milieu bourgeois, a fortiori aristocratique. Et donc, on ne se marie pas, on est marié. Et il y a une coutume qui va traverser tout le Moyen-Âge, dont on a oublié aujourd'hui la signification, mais qui est très intéressante, et qui est la coutume du charivari, qui indique bien la chose. Aujourd'hui, on dit aux enfants, arrêtez ce charivari, ou tout ça, c'est-à-dire arrêtez de faire du boucan. Bon. Non, au Moyen-Âge, le charivari, c'est quelque chose de très particulier, qui a donné lieu à un vocabulaire, qui est le vocabulaire du charivari. Lorsqu'un homme est trompé par sa femme, ce qui arrive à l'époque comme aujourd'hui réciproquement, comme un homme, d'ailleurs dans les deux sens, quand un homme est trompé par sa femme, eh bien les villageois, et c'est très intéressant comme coutume, les villageois vont organiser une cérémonie qui s'appelle le charivari. Ils vont choper le malheureux cocu dans son champ, on l'assied, tenez-vous bien, à l'envers sur un âne. Ça s'appelle l'azouade. C'est intéressant que ça ait donné lieu à des noms, parce que ça veut dire que c'était des coutumes habituelles. On l'assied à l'envers sur un âne, ça s'appelle l'azouade, on lui fait traverser le village sous les colibets, les crachats, on lui jette des légumes pourris à la figure, le malheureux, et puis on met les deux époux, on remet les deux époux dans leur maison, et là commence le charivari. On va taper sur les murs de la maison, quelquefois pendant 48 heures, avec des pelles, des pioches, des poêles, des casseroles. Quelquefois on organise un faux carnaval de faux musiciens, avec des crécelles autour de la maison, et tout ce boucan du diable est là pour rappeler la loi de la cité. Pourquoi ça a passionné les historiens? Et ça a passionné les historiens parce que ça montrait que le mariage n'était pas une affaire d'individus privés, c'était l'affaire du village. Quel était l'enjeu du mariage dans les villages, comme d'ailleurs dans les pays, dans les nations? L'enjeu du mariage était un enjeu communautaire. Il s'agissait par exemple de réconcilier par un mariage des familles qui étaient fâchées. Quel intérêt, vous me direz? C'est très intéressant. Réconcilier des familles fâchées, ça permettait de mettre des prés, des terrains ensemble qu'on pouvait cultiver plus facilement et de concert, voyez. Et donc, de même que dans les nations, on mariait les princes et les princesses pour une politique de puissance. Et donc, l'enjeu du mariage était un enjeu communautaire, et comme ce sont les villages qui avaient marié les jeunes gens, ce sont les villages qui rappelaient la loi du mariage. C'est donc les villageois tout entiers qui s'occupaient de régler son compte au malheureux cocu. Et d'ailleurs, de manière très significative, ce que montre Flandrin, c'est que quand le malheureux cocu se carapatait, il voyait arriver les villageois pour lui faire sa fête, donc il se sauvait. Et dans ce cas-là, tenez-vous bien, on chopait le voisin le plus proche et on lui faisait subir la même chose. Et c'est très intéressant parce que c'est l'idée du contrôle social. C'est très significatif de cette... Vous savez, moi je viens du Berry. Dans mon Berry natal, il y avait toujours la vieille derrière ces rideaux qui était méchante comme une teigne et qui répandait les rumeurs sur tout le monde, qui savait tout sur tout le monde. Ce rôle de contrôle social dans les petits villages était très important. Il n'avait qu'à dénoncer son gouvernement. Et puis, troisième élément, et ce sera le dernier, je conclurai après, on est encore pour 5 minutes et je m'arrête là, je vous laisse en paix. On m'avait dit 1 heure, alors bon, vous tenez encore le coup. Ça va, bon, alors on sera un petit peu pour que ce soit clair. Parce que vous allez voir, là, à la fin, ça va devenir vraiment cette histoire. Enfin, la dimension philosophique de cette histoire est vraiment géniale. Et donc, je serais dommage de la zapper tout à fait. Troisième élément, question centrale, qui est la question d'Edward Shorter, dans la naissance de la famille moderne. Comment est né le mariage d'amour en Europe? Pourquoi en gros, c'est l'histoire du 19e et surtout du 20e siècle. Aujourd'hui, on ne conçoit pas, nos enfants ne concevraient pas un mariage autrement que par amour. Eh bien, comment c'est né? Ce que montre Shorter de manière tout à fait géniale, et passionnante, il a vraiment inventé l'idée, c'est que ce mariage d'amour, paradoxalement, aussi étrange que ça puisse paraître, il est inventé par le capitalisme moderne. C'est la première révolution industrielle, au fond, qui lance le processus. Pourquoi? Parce que le capitalisme moderne, il va entraîner un mouvement sociologique de fond. Quel mouvement? Ce qu'on appelle la naissance de l'individu. Le mot individualisme apparaît dans les années 1830 pour décrire ce mouvement d'arrachement. Imaginez la communauté villageoise. Dans la communauté villageoise, écoutez, les mots sont très importants. On est membre d'un corps social. La métaphore biologique est très importante. Un membre, on ne vous arrache pas un bras comme ça, vous en mourrez. Donc on est membre d'un corps social, on est membre du village. Bon. Mais avec le capitalisme moderne, le capitalisme invente le marché du travail, il invente le salariat.
C'est la naissance de l'individu. Autrement dit, c'est notamment l'histoire des femmes, d'abord et avant tout. Il y a plus d'ouvrières en 1900 qu'il n'y en a aujourd'hui en France. Et donc ces femmes vont s'arracher, elles vont devenir des petits électrons libres, non plus des membres, mais des individus autonomes. Elles vont s'arracher, les hommes aussi évidemment, mais beaucoup les femmes. Les femmes vont s'arracher au village, à la communauté du village, elles vont monter à la ville. Et là, bénéficier d'une liberté d'individu, et non pas d'un corps social de membres. Elles vont bénéficier de ces libertés qui va être à l'origine du mariage d'amour. Pourquoi? Parce que dans le village, cette jeune fille, imaginez l'histoire, la trajectoire sera plus simple d'une gamine de 15-16 ans. Hein, elle s'arrache à son village, mettons une petite Bretonne qui va travailler dans la grande ville de Nantes, où elle va être, que sais-je, ouvrière dans une usine qui fabrique des boîtes de sardines, par exemple. Eh bien, cette petite, dans son village, elle était mariée sans qu'on lui demandât son avis. Et puis le matin, on la tapait un peu pour la sortir du lit à 5 heures, aller garder les vaches. Elle n'était pas payée pour ça. Elle s'arrache au village, elle monte à la ville. Là, elle devient ouvrière. Et là, double liberté. Distance par rapport au curé, aux frères et sœurs, aux parents qui la mariaient, distance par rapport au village. Elle cesse d'être un membre d'une communauté pour devenir un individu autonome. Et deuxième nerf de la guerre, si je puis dire, qui est capital, et c'est là que Marx se trompe, le salariat est une formidable émancipation. Au lieu de la taper le matin pour la sortir du lit et la faire travailler sans la payer, on lui donne un salaire. Et si petit soit-il, cette autonomie matérielle et financière va permettre à cette jeune femme de dire non au village. Je ne veux pas être mariée avec le un tel que vous avez choisi pour moi de toute éternité. Je veux me marier. Et je veux me marier avec le jeune homme bien fait qui travaille là-bas à l'établi et pour lequel j'éprouve du sentiment. Et c'est comme ça que le mariage choisi va devenir mariage d'amour, par amour. Par amour, et avec les conséquences que ça entraînera. Et donc, cette double liberté, la distance et l'autonomie matérielle. Autonomie matérielle, mais là, c'est le nerf de la guerre. Pour que vous vouliez divorcer ou que vous vouliez vous marier, pour ça je dis que c'est l'histoire des femmes, il vaut mieux avoir un revenu, sinon vous êtes feinté. Et donc le revenu, ce salariat, va être à l'origine de cette autonomie par rapport au village, de cette distance par rapport... Et entre parenthèses, si j'avais le temps, je vous le montrerai aussi, c'est la naissance de la laïcité en France. Parce que la distance par rapport au village, c'est aussi la distance par rapport à la religion. Et cette distance par rapport au clocher du village, par rapport au curé, c'est ce qui va permettre, non pas l'athéisme, mais c'est ce qui va permettre de faire de la religion un choix, comme le mariage, un choix libre. Je peux être croyant, mais je peux ne pas l'être. Vous voyez l'idée? Donc c'est très très important cette histoire. Et là, elle a des ramifications sans fin. Elle est magnifique. 3 conséquences sur lesquelles je termine. La première conséquence, c'est évidemment l'invention du divorce. 1884 pour la France, je vous le disais tout à l'heure. Si vous fondez le mariage sur l'amour-passion, vous inventez nécessairement le divorce. Inévitablement, parce que c'est le problème du couple moderne. Comment vivre la passion, comment faire vivre la passion. Passion, ça veut dire pâtir, c'est passif. Denis de Rougemont disait comment passer de l'amour-passion à l'amour-action, comment construire l'amour dans un couple de telle manière que ça dure longtemps. Quand on se mariait au Moyen-Âge, c'est comme dans les viagers, il y a 2 têtes. Et donc, vu l'espérance de vie qui était en gros au Moyen-Âge extrêmement limitée, il suffisait d'avoir la moindre coupure avec un outil rouillé, choper une septicémie, on en mourait dans un quart d'heure, même une rage de dents pouvait vous tuer. Donc l'espérance de vie était très très faible, elle était autour de 28 ans pendant très longtemps. Et donc quand on se mariait devant le curé, on s'engageait à l'éternité, c'est une éternité qui durait en moyenne 5 ou 6 ans, c'était jouable. Aujourd'hui ça commence à y ressembler. Et comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Le mariage c'est la même chose, ça devient extrêmement difficile pour nos enfants. Sachez-le, ils auront 3 vies différentes, aussi bien professionnelles que amoureuses évidemment. Et donc, parce que ça dure très longtemps aujourd'hui, et puis parce qu'on a fondé sur le mariage d'amour. Et donc la question du couple moderne, c'est comment transformer la passion amoureuse, qui ne dure qu'un temps, en quelque chose qui dure longtemps, c'est-à-dire une amitié amoureuse, ce serait l'idéal, une tendresse, une complicité. Mais la passion amoureuse, c'est pas durable.
Ça dure quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Mais 7, 8 ans peut-être, mais ça dure pas 50 ans, ça dure pas 60 ans, c'est pas vrai. Et donc, il faut bien transformer la passion amoureuse en quelque chose, et c'est toute la difficulté. Ça demande beaucoup d'intelligence, de sagesse, de volonté, tout ce que vous voudrez. Et la preuve en est que c'est difficile, c'est que 60% des mariages se terminent en Occident, dans les grandes villes d'Occident, par un divorce, au bout de 7 ans. Deuxième retombée de cette révolution de l'amour des enfants. Nous allons nous mettre à aimer nos enfants, à sacraliser nos enfants comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Je vais être très brutal, mais c'est ce que montre parfaitement Flandrin. Au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants. L'enfant est beaucoup, beaucoup moins important que l'adulte, pour des raisons à la fois affectives, simplement parce que le mariage d'amour est transitif. Quand on se marie par amour, quand on aime passionnément sa femme ou son mari, on aime les produits de l'amour que sont les enfants. C'est transitif, on les adore. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que la théologie thomiste, la théologie de l'Église, qui vient d'Aristote, elle est une théologie dans laquelle l'enfant est un être qui est considéré comme, en latin on dit non perfectum, c'est pas la même chose qu'en français, ça veut pas dire qu'il n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais ça veut dire qu'il n'est pas achevé, il n'est pas cuit comme on dit, il n'est pas terminé, l'enfant. Et donc un être qui n'est pas terminé est moins important qu'un être qui est terminé, tout simplement. Une œuvre d'art ou un livre, c'est mieux quand c'est fini que quand c'est pas fini. Bon, sauf si c'est un mauvais livre, évidemment, mais l'idée elle est là. Et donc l'enfant n'est pas cuit, il n'est pas terminé, donc la mort d'un enfant, c'est pas très grave. Et donc ce que montre Flandrin dans ses études sur les enfants au Moyen-Âge, c'est que la mortalité infantile est très 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 largement provoquée. Il y a 3 manières de mettre les enfants à mort. Il y a l'abandon d'enfance, que montre Boswell, son magnifique livre chez Gallimard sur l'abandon d'enfants. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, 30% des petits Français sont abandonnés. Le Petit Poucet est une histoire vraie, pas la fin, pas les bottes de septième, mais le début. On abandonne beaucoup les enfants, et dans les homélies des prêtres, Flandrin a fait un travail magnifique sur les homélies des prêtres, on trouve constamment cette admonestation faite aux parents: ne dormez pas avec les nourrissons. Moi qui ai passé les 25 premières années de ma vie à la campagne, je sais très bien qu'on retirait les porcelets à la truie dès qu'elle mettent les bas, parce que sinon elle se roule dessus et elle les écrase. Là c'est le père de famille qui joue le rôle de la truie. Et donc on trouve dans les homélies: ne dormez pas. Alors on va dire: ah, c'est pas de chance, le petit il est mort étouffé, mais c'était exprès. Et puis 3e manière de tuer les enfants, la mise en nourrice. Dans mon livre, je cite le cas d'une nourrice à laquelle on confie 13 enfants, elle n'en rend pas un seul vivant. Elle n'est pas mise en examen, c'est fait pour. Mortalité. Et très longtemps, on a cru que la mortalité infantile était liée au fait qu'on n'était pas, comment dire, l'hygiène et la médecine n'étaient pas ce qu'elles étaient. Oui, je vais m'arrêter si c'est ça. Non, c'est des questions. Mais c'est pas... vous êtes gentil, mais c'est tellement... Vous voyez, moi-même, ça m'intéresse toujours. Mais cette mortalité infantile était très largement provoquée. Vous savez, un enfant, c'est dur à tuer, c'est quand même très résistant. En fait, s'il suffit de laver un peu, il ne meurt pas comme ça. Il y en a qui meurent, enfin, c'est rare. Et donc, seul un enfant sur 2 parvenait à l'âge de 10 ans, jusqu'au XVIIe siècle. Vous voyez? Et donc, on avait une mortalité infantile très... Pourquoi? Parce que le premier, l'aîné, c'est important, le lignage. Le 2e, coup de secours. Mais le 3e, dans une famille pauvre, c'était une catastrophe. Et la mort du 3e était une bénédiction. Et c'était en tout cas beaucoup moins grave que la mort du cochon du cheval. Vous voyez? Et donc, la révolution de l'amour va entraîner un amour des enfants exponentiel. Aujourd'hui, nous adorons nos enfants. On les sacralise. Il y a une sacralisation de l'enfance qui est d'ailleurs parfois excessive, qui pose des problèmes en matière d'éducation, parce qu'on transmet l'amour, mais pas assez la loi et les savoirs. C'est le fond de l'affaire aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en moyenne, alors, il y a toujours des femmes qui congèlent les bébés, mais enfin, c'est pas la majorité du genre. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. On va se mettre à aimer nos enfants. Et ça, une 3e conséquence, c'est celle-là qui m'intéresse philosophiquement. Je vous laisse avec. C'est que ce que nous allons vivre, c'est une véritable révolution dans l'ordre du sacré. Et c'est ça qui m'intéresse dans le 2e humanisme, qui est lié à cette révolution de l'amour, à cette révolution du mariage d'amour. Eh bien, nous allons vivre ce que j'appelle, oui, une révolution dans l'ordre du sacré.